La revue de presse, bonjour Marion Lagardère. Bonjour Patrick, bonjour Julie, bonjour à tous. Dans la presse ce matin, on interroge l'art de l'analyse. Oui, l'art de l'analyse, quand chaque minute d'un fait divers est décryptée en direct, quand la justice se fait en direct, titre Libération. On parle évidemment du traitement de l'affaire Alexia Daval, parce que ce qui frappe, écrit le journal, c'est l'officialisation médiatique des aveux, quasiment en direct, avant même la fin de la garde à vue. C'est qu'il se joue aujourd'hui, via les réseaux sociaux, une nouvelle sorte de pression. On assiste à l'immixtion de l'air du temps dans la salle d'audience. Personnalités politiques ou membres d'associations, tout le monde réagit. Méfions-nous de la justice Twitter, écrit Laurent Geoffrin dans son édito. Gardons en tête les impératifs de retenue et de vérité qui sont l'apanage d'un débat public honnête, même sur Twitter. Ce serait donc la faute de Twitter. Paradoxe, puisque sur Twitter, ceux qui racontent en direct, eh bien, ce sont les journalistes. Soit dit en passant, j'ai vérifié, ceux de Libération ne le font pas. Mais voilà, Twitter et ses torrents de réactions lapidaires seraient donc les agents perturbateurs de l'art de l'analyse. Twitter, mais aussi les chaînes d'information en continu, c'est ce qu'écrit Daniel Schneiderman dans son billet sur le site Rue 89. Cette affaire-là a obsédé BFM TV pendant de longues heures, dit-il. Sur le plateau, aucun des commentateurs ne sait rien des rapports entre le mari et la femme, mais ils sont tout de même rassemblés là, au rendez-vous des parleurs de rien, parce que quelqu'un, mais qui, a décidé que cette affaire dont on ne sait rien serait le sujet du jour. La faute à Twitter, la faute à BFM, la faute des avocats, explique la procureure en conférence de presse, la faute pour Stéphane Durand-Soufflant dans le Figaro, la faute de Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'égalité, qui a commenté l'affaire, alors que Jonathan Daval a le droit, dit-il, de se défendre comme il l'entend. La faute, résume enfin Pascal Roberdiard dans Le Monde, à un fait plus général, la compassion trahit. Vous venez de citer les deux invités de Daphné Burki tout à l'heure dans Bonjour la France, qui seront Pascal Roberdiard et Stéphane Durand-Soufflant. Il y a l'art de l'analyse et puis Marion, il y a l'art de l'interview. Oui, que vous connaissez bien. Patrick, pourquoi interroge-t-on quelqu'un? Pour quelle raison? Le PDG de Lactalis, Emmanuel Beignet, accorde ce matin un entretien aux Échos pour tirer les leçons de la crise du lait, où l'on apprend que c'est la plus grande crise qu'il ait eu à gérer dans sa vie, que sur certains sujets, il n'a pas l'impression d'être écouté, ou encore que le problème de la filière laitière française, eh bien, c'est qu'elle est très excédentaire. Oui, on produit trop de lait. Curieuse remarque de la part de Lactalis, qui a justement poussé ses producteurs à produire plus en leur promettant le marché chinois, mais la question n'est pas posée au PDG dans cette interview dont le titre, le message qui a été retenu est le suivant: cette crise va nous coûter des centaines de millions d'euros. Là aussi, on se dit que ça aurait mérité une petite relance, puisque comme le rappelle Ouest France ce matin, total hasard, des millions d'euros, c'est justement ce que Lactalis a économisé grâce à plusieurs montages fiscaux en Belgique et au Luxembourg, et que donc, avec 18 milliards d'euros de chiffre d'affaires, le groupe ne devrait pas avoir trop de problèmes de trésorerie, mais la question n'est pas posée, pas de Luxembourg, pas de fisc, on reste un petit peu sur sa faim. Et puis art de l'interview toujours, cette fois dans le Figaro avec Gérald Darmanin. Oui, le ministre de l'Action et des Comptes Publics annonce qu'il prépare un plan anti-fraude fiscale basé sur la méthode, dit-il, du name and shame, autrement dit, balancer le nom des fraudeurs sur la place publique. Nous luttons contre la fraude comme on lutte contre la délinquance, résume Gérald Darmanin. Une interview très intéressante, c'est certain, mais qui résonne bizarrement, on va dire, lorsqu'on parcourt les autres journaux. Par exemple, L'Opinion, qui titre sur l'affaire Darmanin qui complique les relations gouvernement-fonctionnaire. La plainte pour viol déposée contre lui inquiète l'exécutif, écrit Fanny Guinochet, même s'il clame son innocence. Et oui, parce qu'en droit français, c'est toujours bon de le rappeler, quoi qu'on pense d'une affaire, tant que la culpabilité n'est pas démontrée, il y a présomption d'innocence. Et puis à regarder certaines unes, on peut s'interroger sur l'art de titrer aussi. Oui, c'est-à-dire qu'on radote un petit peu. Un Politis fait sa couverture sur le cri d'alarme des soignants à l'hôpital, Le Parisien sur le cri d'alarme des médecins vis-à-vis des antibiotiques, et l'Obs publie le cri d'alarme de Paul Auster sur Trump. Bon, à la fin, trop d'alarme tue l'alarme, à trop crier. On n'entend plus rien, évidemment. C'est dommage, parce qu'un titre sert aussi à poser un débat. Par exemple, celui-ci en couverture de l'hebdo Le 1 qui interpelle: robot, faut-il leur dire merci? Reportage sur ces projets de machines destinées à investir notre quotidien et surtout à nous rendre éventuellement des services, du soutien scolaire à l'aide aux personnes âgées ou malades. Un dossier donc dans Le 1. Et puis autre sujet qu'on n'aurait pas forcément pensé aborder il y a quelques années, c'est l'homophobie. En couverture des Inrocks, enquête sur les violences dont sont victimes les personnes lesbiennes, gays, bi et trans partout dans le monde, avec des témoignages rares d'homosexuels persécutés au Mali,
et en Tchétchénie. Enfin, on peut citer la une de l'Obs qui plaide cette semaine pour l'instauration d'un congé paternité plus long, mieux indemnisé et pourquoi pas obligatoire. C'est la clé de l'égalité, dit le magazine. Illustration de ce qu'est l'art de lancer le débat. Avec à la fin avec toute cette profusion d'analyses et de débats, il est temps de parler de l'art de se taire. Oui, savoir parler, savoir se taire. C'est le titre du livre que vient de publier le psychiatre Jean-Christophe Seznec, parce qu'il faut sortir de l'hystérie de la parole. C'est ce qu'il explique à Pascal Senck dans le dernier numéro du Figaro Santé. Depuis le début des années 2000, nous connaissons une expansion de la communication. Il faut tout révéler, il faut s'affirmer, clarifier ses relations en échangeant à tout propos. Or, on se retrouve aujourd'hui avec un phénomène d'hypercommunication intensifié par l'usage des nouvelles technologies où tout le monde se sent obligé d'intervenir à la moindre occasion, même pour ne rien dire. Et le professeur Seznec raconte ces patients qui arrivent de plus en plus nombreux avec trop de paroles dans leur tête à son cabinet, des gens qui s'usent à commenter leur quotidien avec pour certains une tendance à la négativité, à la plainte, et ça n'est pas anecdotique parce que ça crée de l'anxiété, dit-il, du stress. La solution, eh bien, c'est se reconnecter à son corps, dit-il au Figaro Santé, l'écouter, parce que pour parler juste, eh bien, il faut d'abord prendre le temps de se taire. Merci à vous, Marion Lagardère. Je laissais 2 secondes de silence juste pour voir comment ça pourrait faire éventuellement. Merci à vous, c'était la revue de presse. Europe 1.